Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration au cœur de la littérature arabe classique. Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant, celui des maqamat d'Al-Hériri. Imaginez un peu, la parole comme une arme, l'éloquence comme un art de survie. Un escroc capable d'être un poète sublime, un prédicateur aux motivations, disons, complexes. C'est tout à fait ça. Un monde riche et plein de contrastes. Alors, pour cette discussion, on s'appuie sur des textes solides. D'abord, la préface de l'œuvre, qui donne pas mal de clés, et puis trois makamates, trois séances, celle de Sana pour découvrir le personnage, La première, oui, très importante. celle de Hulwan, ensuite, qui montre sa polyvalence, et enfin, celle des deux dinars, un exemple éclatant de sa virtuosité, on va dire. On a aussi quelques images pour l'ambiance, des bibliothèques grandioses, des scènes de vie qui rappellent le Moyen-Orient de l'époque. Ça aide à visualiser, c'est sûr. L'objectif, donc, essayer de comprendre ce genre littéraire si particulier, son contexte, et bien sûr, percer le mystère de ce personnage central, Abu Zaïd al-Saroudji, cet anti-héros incroyable. Inoubliable, oui. Et pour nous guider dans les subtilités de ces textes médiévaux, notre expert est avec nous. Bonjour. Oui, c'est un plaisir de se replonger dans El-Hari, les Makamat, c'est quelque chose. Mais avant d'aller plus loin, faut peut-être expliquer ce que c'est une Makama. Ah oui, bonne idée, c'est quoi exactement? Alors, c'est un genre qui est né dans la littérature arabe, vers le 9e siècle. Sa grande particularité, c'est de mélanger la prose rimée, ce qu'on appelle le sage, une prose très travaillée avec des rimes, des assonances, et des passages en vers, de la poésie classique. D'accord, prose et poésie mélangées. Exactement. Et chaque makama, c'est une histoire assez courte, une sorte de nouvelle, une séance, comme on traduit parfois. Le plus souvent, on a un narrateur. Al-Harith, Ibn Hammam dans notre cas. Oui, Al-Haris, qui raconte ses rencontres avec un personnage récurrent, souvent un type un peu filou, picaresque, mais toujours très érudit. Et ce personnage utilise sa maîtrise incroyable de la langue pour impressionner, pour tromper ou juste pour s'en sortir, quoi. Et l'auteur, Al-Hariri. Ah, Al-Hariri. Abu Mohamed Al-Qasim ibn Ali Al-Hariri. Né à Basra, en Irak actuel, en 1054, mort en 1122. C'est une figure majeure, un immense styliste, un obsédé de la langue arabe. Philologue, grammairien. Obsédé, carrément. Oui, la légende dit qu'il passait du temps avec les Bédouins, juste pour capter les tournures les plus rares, le vocabulaire le plus pur. Ces makamates, c'est vraiment l'apogée de cet art de la langue. On parle, je crois. Ah oui, c'est crucial. On est au 11e, 12e siècle. C'est une période compliquée. Le grand califat abbasside de Bagdad est sur le déclin, le pouvoir central faiblit, du coup il y a beaucoup d'instabilité, politique, sociale, des guerres, de la pauvreté. Un climat difficile. Très difficile. Et c'est là qu'apparaissent, ou du moins qu'on voit bien, des figures comme les Banu Sassan. C'était pas une tribu au sens propre, plutôt une sorte de confrérie, de réseau informel de mendiants, de charlatans, d'escrocs, qui voyageaient beaucoup. Des marginaux, donc, Oui, mais des marginaux souvent très cultivés. avec une éloquence redoutable. C'étaient les maîtres de la débrouille par l'intelligence et la parole. Et Abu Zaid, le héros d'Al-Hariri, il est clairement inspiré de ce milieu-là. D'accord. Donc, tout ce travail sur le style, les jeux de mots, la virtuosité, ce n'est pas juste une décoration. Ah non, pas du tout. C'est le cœur du truc. L'éloquence, la maîtrise parfaite de la langue, de la grammaire, de la poésie, même du Coran. C'est l'outil principal d'Abu Zaïd. C'est son fonds de commerce, son arme, son déguisement. Al-Hariri le dit lui-même, dans sa préface d'ailleurs. Ah oui? Qu'est-ce qu'il dit? En gros, qu'il a écrit ça pour montrer la richesse de l'arabe, mais aussi pour instruire tout en amusant. Il y a ce double objectif, didactique et ludique. Le style, c'est vraiment le message en quelque sorte. C'est clair. Alors, allons-y. Plongeons dans la première makama, celle de Sanaa au Yémen. Le narrateur, Al-Harith, débarque là-bas sans un rang, c'est ça? C'est ça, complètement fauché, et il tombe sur une scène assez étonnante. Racontez-nous. Il voit une grande foule, totalement captivée par un type en haillons qui fait un sermon. Un prédicateur itinérant visiblement. C'est Abu Zaïd, bien sûr, mais Al-Haris, lui, il ne le sait pas encore. Et ce sermon, il marque les esprits. Ah oui, il est décrit comme hyper puissant,
Abou Zaïd appelle à se repentir, il dénonce la vanité des plaisirs, l'argent, l'hypocrisie des dévots, il parle de la mort, du jugement dernier avec des images très fortes. Vous avez des exemples? Oui, par exemple, il lance des trucs comme «Tes palais te protégeront-ils quand viendra l'heure des comptes?» ou encore, sur l'hypocrisie, «En public tu prêches le bien, mais en secret tu le piétines». On imagine les faits. Ça devait secouer l'auditoire, mais. Et Alaris, il réagit comment? Il est scotché, subjugué. Mais en même temps, il y a un truc qui l'intrigue. Il décide de suivre ce personnage à distance, discrètement. Et là? La surprise, il le retrouve un peu plus tard, mais pas du tout en train de prier ou de méditer. Non, il est caché dans une grotte, en train de faire la fête avec quelques types. La fête, mais après un sermon pareil. Exactement. Au menu, du bon pain blanc, de la viande rôtie et même du vin. Le contraste est saisissant. J'imagine le choc pour Alaris. Terrible. Il est choqué, il va le voir et lui dit un truc du genre « belle façade, mais l'intérieur est bien moche ». La confrontation directe. Et Abou Zaïd, il réagit comment? Il s'excuse platement? Pas du tout. C'est là que c'est génial. Il ne nie rien. Il ne s'excuse pas. Il répond en vers. Il se lance dans un poème pour se justifier. Avec de la poésie. Toujours changé. C'est sa défense. Il explique, avec des mots très choisis, qu'il est bien obligé d'utiliser la ruse, l'habit du prêche, comme un piège, il dit. J'ai tendu mes filets et attrapé ma proie pour gagner sa vie. Parce que le monde, il est injuste, il ne récompense pas le mérite. Il se pose presque en victime du sort, quoi. Ah, la fameuse excuse de la nécessité. C'est un peu facile, non? C'est plus ambigu que ça. Oui, il y a la nécessité, mais il y a aussi comme un défi lancé à la société. Il montre, en creux, qu'un beau discours rapporte plus qu'un travail honnête. Et, point très important, il affirme dans ses vers qu'il garde son honneur intact malgré ses méthodes. Son honneur? Comment ça? C'est toute l'ambiguïté du personnage. Est-ce un simple escroc? Est-ce qu'il y a une forme de critique sociale dans ce qu'il fait? Est-ce juste un artiste de la survie? Dès cette première Makama, on voit toute sa complexité. Il est multiple, insaisissable, maître de la parole, et il incarne bien cette figure des Banu Sassan. Ce décalage entre l'apparence et la réalité, ça va être un fil rouge. D'accord. Un premier contact assez marquant. On comprend qu'El Hari soit fasciné, même s'il désapprouve. Mais Abou Zaïd ne fait pas que le faux prêcheur, si j'ai bien suivi. La deuxième Makama, celle de Wulwan en Irak, elle nous le montre autrement. Tout à fait. Al-Haris, qui se décrit lui-même comme un mordu de littérature, de beau langage, retrouve Abou Zaïd quelque temps après, à Oulouane. Et là, il découvre que le type est un vrai caméléon. C'est-à-dire? Les Sassanides, ou Arabes, les Ghassanides. Il impressionne tout le monde avec sa prestance, sa généalogie inventée. Et le lendemain? Le lendemain, il peut jouer le poète maudit, mélancolique, qui touche les cœurs avec ses vers tristes. Ou alors, il adopte les manières d'un émir, il donne des conseils, il tranche des différends avec une autorité naturelle presque. Et les gens y croient, à chaque C'est fois. qu'il ne change jamais, c'est l'admiration qu'il provoque par son éloquence. Quel que soit le rôle, sa maîtrise de la langue, sa culture immense, sa capacité à improviser des discours, des poèmes, ça fascine tout le monde. Même Alaris? Oui, même Alariste tombe sous le charme. Il se lie d'amitié avec lui. Il dit que sa conversation est comme une pluie qui étanche la soif. Il admire son esprit vif, même s'il doit bien se douter qu'il y a de l'arnaque là-dessous. C'est une drôle d'amitié quand même, entre le narrateur, plutôt droit, et cet escroc de génie. Mais c'est ça qui fait tout le sel de l'œuvre. Cette relation complexe. Fascination intellectuelle d'un côté, réserve morale de l'autre. Mais bon, cette période un peu heureuse à Uluan, elle ne dure pas. Ah bon? Pourquoi? La pauvreté, encore et toujours. Abou Zaïd est obligé de repartir, de quitter la ville, laissant Al-Harist plein de regrets. D'accord. Mais l'histoire continue. Il y a cette scène incroyable dans une bibliothèque, bien plus tard. Oui, un élément absolument clé de cette deuxième Makama. Des années ont passé, Al-Harith est retourné chez lui et il fréquente une bibliothèque. On peut imaginer un lieu magnifique, comme sur certaines des images qu'on a vues, un centre intellectuel. Oui, un lieu de savoir. Voilà. Et un jour, un vieil homme entre, barbe blanche, air modeste. Il s'assied un peu à l'écart, puis, soudain, il intervient dans une discussion sur la poésie. Sur quoi exactement? Les gens discutaient un vers très connu d'un poète célèbre, Abou Oubada al-Boutouri, qui comparait le sourire d'une belle femme à des perles. Quelqu'un cite le vers, des pétales de rose ou de la grêle brillante. Non, son sourire, une rangée de perles.
Un classique. Et le vieil homme, il n'est pas d'accord? Il trouve ça banal, faible comme comparaison. Et pour le prouver, là, devant tout le monde, il se met à improviser plusieurs poèmes sur le même thème, mais d'une virtuosité époustouflante. Ah oui. D'abord, sur les dents elles-mêmes. Ni la perle rare, ni la grêle pure ne peuvent égaler leur éclat. Ensuite, il improvise sur la beauté d'une femme qui pleure, avec des métaphores hyper sophistiquées. La perle, la larme coula de l'œil narcisse sur la rose la joue. L'assemblée est médusée, bluffée par ce génie poétique instantané. Et Alarit, à ce moment-là, il comprend. Exactement. Malgré la barbe blanche, les années, il reconnaît le style, la verve, l'intelligence fulgurante. C'est Abou Zaïd. C'est son vieil ami. Les retrouvailles. Oui, un moment assez émouvant. Et leur conversation ensuite porte sur le temps qui passe, les marques de l'âge, les épreuves de la vie. Qu'est-ce que cette scène nous apprend de plus? Encore une fois, l'importance dingue de la maîtrise de la langue, de la poésie dans cette société. C'est pas juste un passe-temps d'érudit, c'est une compétence sociale majeure, une preuve d'intelligence, de raffinement, une source de prestige énorme. Et là, il ne cherche pas à escroquer, juste à briller, non? Exactement. Il utilise son talent pour s'imposer intellectuellement. C'est aussi une makama sur le temps, la transformation. Le déguisement, là, c'est aussi celui des années. Et les derniers vers d'Abou Zaïd, cités par Alarit, sont un peu mélancoliques, non? Le temps marche lourdement. On devient pas sage sans douleur. Ça donne une touche plus profonde, une réflexion sur la condition humaine. C'est fou comme il jongle entre l'arnaque pure, la démonstration intellectuelle et la quasi-philosophie. Et la troisième makama, celle des 2 dinars, elle nous ramène à ses talents plus terre-à-terre, on va dire. On peut dire ça comme ça, oui. Là, c'est retour à l'escroquerie. Mais quel panache! Alarit est avec des amis, tranquille. Arrive un type en piteux état, vraiment. Vêtements déchirés et surtout, il boite de façon très visible. Abou Zaïd, encore déguisé. Bien sûr, méconnaissable une fois de plus. Et il joue la carte de la pitié à fond. Il raconte une histoire triste. Une histoire déchirante. Il prétend avoir été richissime, puissant, respecté, j'étais le seigneur de la vallée, ce genre de choses. Mais que le destin, les revers de fortune, l'ont ruiné, réduit à la mendicité la plus totale. Mes mains sont vides, ma maison est vide, il se lamente. C'est tellement bien raconté, tellement émouvant, que ça tire des larmes à tout le monde. Mais Alarit, cette fois, il sent l'arnaque. Disons qu'il est surtout frappé par l'éloquence incroyable du type. C'est presque trop parfait. Alors il décide de le mettre à l'épreuve, peut-être par jeu aussi. Il sort une pièce d'or, un dinar, et il lui lance un défi. Lequel? Compose-moi là, tout de suite, un poème pour faire l'éloge de ce dinar, et la pièce est à toi. Une sorte de battle poétique improvisé. Un défi parfait pour Abou Zaïd. Ah ben oui, il n'hésite pas une seconde, et hop, il se lance dans une ode flamboyante au dinar. Il le compare à un soleil jaune, la clé de la gloire, le remède contre la pauvreté, l'ami des solitaires. C'est le dinar qui donne le pouvoir, qui libère les prisonniers. C'est presque une divinisation de l'argent. Grâce à lui, le méprisé devient vénéré, en gros. Impressionnant. Il gagne son dinar, donc, mais ça ne s'arrête pas là. Non? C'est ça qui est fort. Alaris, bluffé mais sans doute aussi amusé, sort un deuxième dinar et il lui lance le défi inverse. C'est-à-dire? Maintenant, compose une satire, une critique féroce de ce même dinar. Et cette deuxième pièce est pour toi aussi. Faire l'éloge et la critique de la même chose coup sur coup. C'est un test diabolique. Et Abou Zaïd le relève, sans sourciller. Changement de ton radical. Il se lance dans une diatribe terrible. Sois maudit aux pièces trompeuses, hypocrite au double visage. Le dinar devient la source de tous les maux. Le péché, le vol. Sans toi, on ne couperait pas la main du voleur. Les conflits, la corruption morale. C'est pour toi qu'on brise les liens sacrés. C'est une critique hyper violente du pouvoir de l'argent. L'ironie est totale, venant de celui qui vient de le supplier pour l'avoir. Et c'est là qu'Alaris le reconnaît. Oui, après cette double performance, le doute n'est plus permis. C'est trop brillant pour être quelqu'un d'autre. Alariste l'identifie et lui demande direct. Mais, au fait, pourquoi tu boites comme ça? Et Abou Zaïd avoue. Il avoue la supercherie, oui, sans aucune gêne, prit la main dans le sac. Et comment il justifie sa fausse claudication? Encore la nécessité. Même pas. C'est là qu'il est génial. Il fait une pirouette incroyable. Il cite, ou plutôt il détourne, un verset du Coran. Ah oui? Lequel?
Un verset qui dit, en gros, qu'il n'y a pas de faute, pas de blâme pour les infirmes, les aveugles, les boiteux, les malades pour certaines choses. Abu Zaid reprend la formule, point de blâme sur le boiteux, et il ajoute, en substance, bah voilà, le Coran le dit, qui suis-je pour contester? Il utilise le texte sacré pour justifier son propre mensonge. C'est audacieux. C'est vraiment le sommet de son art, là. Ça résume tout le personnage, en fait. Exactement. Cette Makama montre sa virtuosité folle, sa rapidité d'esprit, son absence de scrupules, mais aussi cette critique ambivalente de l'argent. Et ça illustre parfaitement la relation Al-Haris-Abu Zaid. Cette fascination intellectuelle, cette admiration pour le génie, même si moralement, bon. Al-Haris est le témoin, parfois choqué, souvent amusé, toujours ébloui. Fascinant. Si on essaye de résumer, qu'est-ce qui fait la force de ces Makamat? Ben, d'abord, il y a cette performance linguistique incroyable. C'est un feu d'artifice de mots, de style. Ensuite, il y a ce personnage, Abu Zaid, tellement complexe, érudit, poète, caméléon, escroc, mais aussi parfois critique sociale, philosophe désabusé. Un mélange étonnant. Oui, et l'œuvre mélange humour, satire, un peu de mélancolie, et une peinture très vivante de l'époque. Les villes, les marchés, les mosquées, les bibliothèques. On imagine bien ces scènes, peut-être aidées par les images qu'on a, ce port animé avec la mosquée, ou ces salles de lecture grandioses où Abu Zaid aimait tant se montrer. Et cette ambiguïté morale permanente, c'est peut-être ça qui rend l'œuvre si moderne, finalement. On ne sait jamais trop quoi en penser. C'est exactement ça. Al-Hariri ne juge pas. Il montre, il met en scène, il nous éblouit avec le style. C'est à nous, lecteurs ou auditeurs, de nous faire notre idée, de démêler le vrai du faux. Cette complexité, ce refus du noir et blanc, c'est ça qui rend Abu Zaid si humain, au fond, et qui donne sa profondeur à l'œuvre. Même cette image un peu bizarre, avec des créatures volantes, ça ajoute une touche d'imaginaire, d'évasion, qui colle bien à l'étonnement que provoquent ces histoires. Donc, pour conclure, les Makamat, c'est bien plus qu'un exercice de style. C'est une œuvre foisonnante, un genre unique qui nous fait découvrir un monde à travers les yeux, ou plutôt les oreilles, d'Abu Zaid, ce maître de la parole et de l'adaptation. Un personnage dont les combines et la morale, très souples, continuent de nous interroger, de nous amuser et de nous faire réfléchir sur le langage, la société, les masques qu'on porte tous un peu. Et peut-être, pour laisser une dernière idée en suspens, la façon dont Abu Zaïd justifie tout ce qu'il fait, la nécessité, le destin, le détournement des textes sacrés, ça ne nous renvoie pas à nos propres façons de nous justifier. Jusqu'où on peut aller pour survivre, pour réussir, ou juste pour se sentir légitime? Et surtout, quel est le vrai pouvoir de l'éloquence? Est-ce qu'elle peut vraiment tout excuser, tout masquer, Mm. créer une autre réalité? Ou est-ce juste un vernis sur nos motivations parfois moins brillantes? C'est une question qui dépasse largement le XIIe siècle, je crois. Une question vertigineuse, oui. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant sur cette œuvre majeure. Notre exploration des Makamat d'Al-Hariri s'achève ici. Merci de nous avoir suivis.